Pour les protocoles du service, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les protocoles du service et même les RCP. Du post-opératoire. On en parle beaucoup moins, on en a parlé, mais globalement, et dans le monde, il n'y a pas beaucoup d'études qui sont sur le post-opératoire. La majorité, c'est avant, comment on a préparé, quels étaient les taux, pendant, combien ça a saigné, etc. Et le post-opératoire aujourd'hui, c'est aussi une cible, c'est aussi un champ avec des codes, avec des codes. Alors, la RAC, oui, mais l'amélioration de la récupération post-opératoire, la réduction de l'infection, très peu d'études sont là, ou du oui, du non. Mais ce qui est certain, c'est que vous avez vu votre malade, vous étiez au bloc opératoire, vous avez vu, vous avez optimisé l'hémoglobine préopératoire. Il a saigné en péropératoire. Il a une anémie avec une baisse d'hémoglobine post-opératoire. Là, on n'est plus dans le même paradigme de bilan post-opératoire. Si l'anémie en post-opératoire a chuté et vous avez vu que c'est parce qu'il a saigné, vous n'êtes plus dans l'obligation de regarder la ferritinémie. Vous passez du fer si on n'est pas dans les seuils transfusionnels, parce que les seuils transfusionnels, les recommandations sont restées les mêmes pour le post-opératoire. Si on n'est pas dans le seuil de transfusion, on passe du fer, sans chercher la ferritinémie, sur la simple baisse de l'hémoglobine à cause de l'hémorragie. Ça, c'est la première donnée. Et la deuxième donnée, c'est la sous-estimation de l'anémie inflammatoire. On a toujours, en général, un petit peu sous-estimé. Parce que si ce n'est pas le saignement, bon, l'anémie inflammatoire, ça va rentrer dans l'inflammation baissera. Attention, il y a de plus en plus de travaux qui montrent que l'anémie inflammatoire, on n'a pas parlé dans la physiopathe de l'hepcidine, qui est l'hormone régulatrice donc, du métabolisme du fer, mais l'inflammation augmente l'hepcidine et bloque la libération du fer. Et dans ces cas-là, eh bien, on parle de plus en plus, même dans l'anémie inflammatoire, de passer du fer et éventuellement même de l'électropoïétine. Donc c'est quelque chose aussi à traiter. Les travaux sont en cours. Certains sont favorables, d'autres ne tranchent pas encore. Mais moi, je suis certain que la place post-opératoire va occuper presque la même place qu'en préopératoire pour l'injection de fer et dans la récupération des patients. 60% des transfusions habituellement jugées appropriées ont été évitées en utilisant du fer injectable. Bien sûr, pour utiliser le fer injectable, il faut diagnostiquer précocement la nuit à 15 ans. Et une différence absolue de plus de 250 unités de CGR évitées pour 1000 admissions. Vous savez, 250 CGR, c'est à peu près la transfusion annuelle à ATD. L'hôpital ATD à Alger. Donc 250 juste pour 1000 admissions. C'est pour ça, j'ai dit, il faut faire des photographies. Des photographies avant et après. Et c'est ça l'indicateur principal. C'est ça ce qui va mobiliser tous les acteurs à investir dans cette démarche préférable qui est beaucoup plus économique. C'est-à-dire ne pas transfuser, parfois et souvent, est plus économique et plus efficient que de transfuser. Même les... Le professeur Houssine Yassine, médecin-chef du service anesthésie-réanimation du CHU Ndir Mahmoud Tizi-Ouzou. Aujourd'hui, on a organisé une journée scientifique avec deux thématiques principales. La première concerne la gestion du capital sanguin en périopératoire essentiellement, mais aussi tout ce qui concerne et qui entoure l'obstétrique, la femme enceinte, et également les patients de réanimation et enfin les patients qui sont opérés par la chirurgie cardiaque. Il y a également une table ronde qui va concerner l'implémentation de ce qu'on appelle le Patient Blood Management, qui veut dire la gestion du capital sanguin du patient à la carte. On a essayé de réunir plusieurs experts nationaux dans tout le territoire national pour éventuellement coordonner et élaborer des protocoles nationaux pour unifier nos conduites à tenir. La deuxième thématique, elle concerne
les pathologies respiratoires, essentiellement les infections pleuropulmonaires, mais aussi tout ce qui concerne les détresses respiratoires, qui est un problème majeur de santé publique. Et parmi les messages qu'on voudrait transmettre aux patients, mais aussi aux soignants, c'est essentiellement la prévention. Par exemple, pour la... Convaincu que l'aide du chirurgien, elle est capitale dans ces histoires. Même quand c'est quelque chose de bénin, on peut se permettre de dire bloqué par le couche. Mais quand c'est le malin, on est coincé. Moi, dans le malin, j'aimerais bien que c'est les chirurgiens, lorsqu'ils posent un diagnostic, surtout dans les situations où il y a un saignement, c'est connu. Un fibrome, je ne sais pas, on va faire une hystérectomie pour saignement. Le motif saignement en gynéco, il est fréquent, pour ne pas dire le premier. Aussi, en chirurgie viscérale, nous connaissons les pathologies qui sont diagnostiquées parce qu'il y a eu saignement. Par exemple, une chirurgie colorectale, on sait que ça saigne vraiment, qu'on arrive à l'intervention, on arrive à la consultation d'anesthésie avec une anémie basse, et ensuite l'anesthésiste, il voit qu'il y a une anémie, il y a une carence en fer, ça vous fait très mal de mettre ce malade, de l'envoyer à la chirurgie alors que son hémoglobine n'est pas optimisée. Donc je pense que c'est un travail avec les chirurgiens, lorsqu'ils posent le diagnostic, il pose l'indication opératoire, c'est lui-même, il va demander une ferritine, et on va se concerter, on va s'entendre où est-ce qu'il faut faire ce faire. Donc, je pense que l'anesthésiste réanimateur tout seul, c'est pas possible. C'est une prise en charge multidisciplinaire. Parce que la première personne qui vous parle. Donc, bonjour, je suis le professeur je suis médecin anesthésiste au niveau du service d'anesthésie réa au niveau du centre Pierre-Marie Curie. Je suis aussi maître de conférence à l'Université des sciences de la santé, docteur Youssef Khabib. Aujourd'hui, on est réunis à Tizi Ouzou pour parler de Group Patient Management. Particulièrement, donc, ma présentation était pour la gestion du sang du patient cancéreux dans la chirurgie digestive majeure et abdominale. Ceci, il est basé sur des piliers, 3 piliers. C'est la gestion de l'anémie préopératoire, qui est la base, donc la préparation du patient. Deuxièmement, donc, le péropératoire, qui se base sur surtout des gestes non invasifs, hémostatiques, ça c'est le côté chirurgical, et l'épargne sanguine du côté de l'anesthésie avec la gestion justement d'une hypovolémie permissive. Le post-opératoire, on va gagner ce qu'on a fait en pré et en péropératoire. On diminue donc la mortalité chez ces patients tout en gérant avec des seuils, des recommandations, les seuils transfusionnels. Il y a un impact aussi sur le coût économique, à savoir une réduction des transfusions de 30 à 70%. Et ne pas oublier que l'anémie chez la population cancéreuse, on la retrouve, la prévalence des 30 jusqu'à 70% des patients. Et parfois, c'est le maître symptôme de la découverte de la pathologie. Je vous remercie. On a l'honneur d'avoir le responsable de la banque de sang du CHU Tizi Ouzou. On souhaiterait avoir votre avis concernant ce sujet-là qui est l'implémentation du PBM au niveau du centre hospitalo-universitaire de Mahmoud de Tizi Ouzou. Docteur Ameskier, médecin-chef du CTS CHU Tizi Ouzou. Donc, je remercie le comité d'organisation de nous avoir impliqués par rapport à ce PBM. Mais moi, je suis entièrement d'accord avec le professeur Friga que le plus important, c'est-à-dire c'est la mise en place de ce PBM. Et ce PBM, il faut, c'est-à-dire dans ce PBM, il faut qu'il y ait le CTS comme partenaire
pendant qu'actuellement il est considéré comme juste un distributeur, voilà, un distributeur de sang. Donc on doit dépasser tout ça pour éviter. D'ailleurs, le vrai problème maintenant, c'est que le CTS, c'est-à-dire avec la crise du poche à sang, donc il subit la pression, il assume tous les risques et il porte toutes les responsabilités. Voilà. Donc voilà un petit peu, et maintenant ça va, il y a une nette amélioration avec la reprise des retraites des poches à sang. Les différents acteurs dans le centre de transfusion sanguine. Cet engagement institutionnel peut être décidé par le chef d'établissement directement, par la tutelle ou sous la pression des professionnels. La tribune des professionnels à l'intérieur de l'hôpital, c'est le conseil scientifique ou le conseil médical. Donc après l'institutionnalisation, il y a ce plan-là, donc ce tableau-là, qui est ce qu'on appelle le plan d'action. Le plan d'action va être suivi par les procédures ou les algorithmes qui diffèrent d'une discipline à une autre. En gynécologie, il y a des recommandations internationales, on va suivre la flèche. La même chose en cardiologie, en oncologie, on ne va pas réinventer la route. Troisièmement, on va choisir un service pilote ou deux services pilotes, de préférence par rapport à l'engagement des chefs de service. Donc s'il y a des chefs de service qui sont engagés, donc là on va les choisir pour ne pas suivre 36 milliards à la fois. Quatrièmement, ces deux services ou trois services pilotes peuvent commencer par un diagnostic, c'est-à-dire l'état des lieux. C'est comme ça qu'on va visualiser l'amélioration et surtout les gains de coûts. Le PBM, c'est une histoire à la fois clinique, c'est l'amélioration de l'outcome, le taux d'hémoglobine, les complications, la morbimortalité, mais surtout c'est le coût. Si on ne fait pas une photographie avant, avec un petit tableau de bord avec 5-6 indicateurs, et parmi les indicateurs, c'est le taux d'hémoglobine moyen à la démission ou en préop. C'est comme ça qu'on va agir. Déjà, il est suffisant. Il est simple. Avec le taux de CGR consommé pour 100 ou pour 1000 admissions. Donc, une fois les résultats vont être exposés devant la communauté, le conseil médical ou le conseil scientifique au local, il y aura l'étape de l'information, la généralisation. Et surtout la surveillance. Ça, c'est la méthodologie, c'est-à-dire qui a été recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. On va voir tout à l'heure une slide qui résume un petit peu cette approche. Je tiens vivement à remercier tous les experts et nos confrères et plutôt nos consoeurs qui sont venus massivement pour participer à cette journée scientifique. Ils ont enrichi tout de même le débat scientifique, ils ont apporté un grand plus pour la communauté scientifique concernant les thématiques de cette journée scientifique. Merci. Merci.